Les experts atlantiques. Fatem Zahra El Bouhari. Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 11h05, 13e jour du Ramadan, un mois de jeûne, de sacrifice, de générosité, de solidarité. Et l'association RAN en profite, l'association qui lance à cette occasion une campagne nationale de dons d'organes. Objectif, vous sensibiliser, vous encourager à sauver des vies, à faire ce geste généreux. Quoi de plus magnifique que de sauver des vies en faisant un don de ses organes? C'est le thème donc de cette campagne et c'est une experte qui répond à vos questions aujourd'hui. Les experts atlantiques. Amal Bourkia, présidente de l'association RAN, bonjour. Bonjour Fatem Zahra. Merci d'être avec nous dans les experts. Merci à vous pour l'intérêt. Donc, quoi de plus magnifique que de sauver des vies en faisant don de ses organes? C'est votre thème. Une très belle signature pour cette campagne de sensibilisation pendant le mois de Ramadan. Ah oui, bien entendu, on sait tous que le mois de Ramadan, le mois sacré, le mois de tous les dons et de toute notre générosité qui se manifeste lors de ce mois. Donc, quoi de plus magnifique aussi de faire don d'une partie de soi-même, à savoir un de ses organes ou tous ses organes, et après sa mort. C'est-à-dire, une fois qu'on part de ce monde, on pourrait aider d'autres personnes qui y sont toujours et qui ont besoin de ces organes pour survivre ou pour améliorer leur qualité de vie. Ce don et cette campagne lors du mois de Ramadan a plusieurs significations. Et on espère que la majorité de la population va faire preuve de sa générosité parce qu'on n'est ni moins généreux ni plus généreux que d'autres sociétés. Peut-être que les Marocains sont connus pour cette générosité, pour cette hospitalité, pour cette solidarité qu'ils ont entre eux. Absolument. En particulier pendant le mois de Ramadan, il faut... Absolument. Moi, j'ai toujours refusé qu'on dise que la société marocaine ne fait pas don. Non, la société marocaine n'a pas connaissance de comment faire, ni qu'est-ce que c'est, ni à quoi ça va servir. Exactement. C'est peut-être une fois qu'il aura ces informations, je suis certaine la manifestation de la solidarité va être très importante et c'est un petit peu notre cheval de bataille, c'est-à-dire faire connaître ce moyen thérapeutique, sensibiliser les gens à donner, les rassurer en matière de législation et matière d'avis donc de l'islam sur côté religion et côté médecine aussi, exactement. Absolument. Sur les techniques utilisées, sur la sécurité du donneur ou même sur l'aspect pour le donneur cadavérique, et on peut revenir sur ces différents points lors de cette rencontre. Oui, avec plaisir. Et vous nous appelez, vous posez vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80, le 05 22 95 36 70 ou 80, sensibiliser, encourager les Marocains à donner leur organe. Mais professeur, comment peut-on devenir donneur d'organes? Comment peut-on avoir cette carte de donneur? Pour l'instant, Fatem Zahra, on n'a pas encore de carte. Voilà. Je vais essayer d'expliquer de façon assez simple la procédure. Donc, la procédure pour le don d'organes, je dis bien après la mort. Donc, ce que je dois aussi expliquer à nos auditeurs, c'est qu'ils doivent savoir que après la mort ne signifie pas un prélèvement sur les personnes, quel que soit le type de mort. C'est des personnes qui doivent être en état de mort cérébrale, ce qui signifie que l'ensemble des organes sont encore irrigués. Donc, le cœur est bas, mais par contre, le cerveau ne fonctionne plus, il ne va plus fonctionner. Les gens ne doivent pas confondre le coma profond avec la mort cérébrale. La mort cérébrale peut survenir rapidement. C'est un état où le cerveau a perdu toute fonctionnalité et le diagnostic est fait par normalement 2 équipes à 4 heures de différence et il y a des règles et des normes scientifiques. Donc cette mort cérébrale, la personne doit être dans un milieu hospitalier. Pourquoi hospitalier? Pour maintenir la tension, pour maintenir ses organes en vie. Le cœur va s'arrêter de toute façon après un certain temps et c'est pour cela que lors de cette mort, il y a une course contre la mort, montre. Donc il faut faire vite, très vite avant que le cœur ne s'arrête parce qu'une fois le cœur arrêté, on ne fait plus rien. Les organes ne sont plus irrigués. Absolument. Donc une personne qui décède chez elle, dans une structure hospitalière, de manière brutale, sans être passée par cette étape de coma, de mort cérébrale, on ne pourra pas être donneur. Donc il y a une petite infinité de personnes, de la population qui pourrait être donneur par la suite. Donc c'est jugé en état de mort cérébrale. On peut faire don et préciser qu'on est donneur en se présentant au tribunal de première instance, donc de la région où ils vivent. Donc, s'ils habitent à Salé, ils vont à Salé, à Tanger. Et il y a un registre de dons où ils peuvent s'inscrire. C'est très facile, c'est rapide. Ils munis de leur carte d'identité nationale. Et ce registre
est maintenu et surveillé et contrôlé par le président du tribunal. Il y a donc une inscription régulière et cette liste, ce qui est pas très pratique, c'est ça ce qu'on va aussi travailler. Il est régulièrement, c'est-à-dire la liste est donnée régulièrement aux structures hospitalières qui pratiquent la greffe, comme les différents centres hospitaliers pour l'instant. On verra ce qui va se passer dans l'avenir. Donc cette liste des personnes qui peuvent donner leur corps à la science, par exemple la recherche, ou faire don de leur corps uniquement dans un but thérapeutique. Ils peuvent aussi choisir quel organe donner. Par exemple, quelqu'un ne veut pas donner son cœur, ne veut pas donner ses yeux. Ce que je voudrais rassurer ici, c'est que les prélèvements d'organes se font de manière chirurgicale. Et par la suite, tous les malades sont présentés comme n'importe quelle personne opérée sortant d'un bloc opératoire. L'aspect du corps est respecté. C'est peut-être la crainte des familles. Tout à fait, tout à fait. C'est une crainte énorme et c'est pour cela que je disais que c'est l'information qui va encourager les gens. Tout patient qui décède, qui a un pansement chirurgical, donc c'est comme s'il sortait d'un bloc. C'est ça le prélèvement d'organes après la mort. C'est exactement la crainte de la famille que ce corps soit défiguré d'un point de vue religieux peut-être, mais esthétique aussi. La plupart des familles gardent cette lueur d'espoir tant que le cœur bat. Peut-être que cette mort cérébrale est difficile à comprendre, à accepter pour un proche. Tout à fait, Fatem Zara. C'est une donnée et un état récemment, c'est-à-dire il n'est pas très lent dans l'évolution de la médecine. Et cet état de fait est venu s'imposer au corps médical, cœur battant et mort cérébrale. Parce que avant la définition de la mort était claire pour tout le monde. C'est-à-dire c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Même en médecine, on est arrêt cardio-respiratoire, mais jamais mort, décédé par arrêt cardio-respiratoire. Toute maladie, tout problème peut entraîner un arrêt cardio-respiratoire et c'est ça la mort. Même le médecin, quand il constate la mort, par exemple, même à domicile, même même dans la rue, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Cet état de fait est venu par l'évolution de la médecine. On maintenait les patients qui ont un problème respiratoire, ils sont tous sous respirateur, ces patients. Parce que l'état de mort cérébrale ne permet pas aux malades de respirer normalement. Le cœur continue à battre normalement, ou presque. La tension chute toujours. Donc c'est pour ça que c'est coûteux. Il faut la maintenir par des médicaments. Et le cerveau est plat. Donc quand on a commencé à faire l'exploration du cerveau pour ces gens qui rentrent dans un état de coma, pour le départ, on observait un tracé plat. C'est un tracé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Et du coup, cet état on attendait ces patients, quand il y a un tracé plat, il n'y a plus de possibilité de récupération du cerveau. Quelqu'un peut entrer en mort cérébrale en quelques heures, en quelques jours. Alors que quelqu'un peut rester en coma profond pendant des mois, voire des années. Oui. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que les personnes, quand ils voient leurs parents en état, donc dans un service de réanimation, le respirateur, le cœur battant avec tensure, donc le scope, ça fait qu'ils ont toujours beaucoup d'espoir. Et Dieu sait que nous tous, on a besoin d'espoir en ce moment-là, mais il y a l'explication. L'explication scientifique, les règles de la définition ont été reprises aussi, validées par les ulama, et donc il est aussi défini, utilisé par les ulama pour autoriser le prélèvement sur personnes décédées. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. 05 22 95 36 70 ou 80 spécial don d'organes aujourd'hui avec professeur Amal Bourkia, président de l'association Rein. Rebonjour. Rebonjour. Donc on peut devenir donneur d'organes, vous m'avez dit, en nous présentant au tribunal de première instance qui correspond à notre ville. Est-ce que selon vous, il ne faudrait pas peut-être faciliter ces modalités d'inscription au registre national? Absolument, c'est ce qui est un peu demandé par tout le monde. C'est-à-dire que chaque fois que nous demandons au sein de l'association d'aller au tribunal, l'idée déjà de se présenter au tribunal sonne mal dans la tête des gens. Voilà. On n'a pas envie d'aller au tribunal. Personne n'en a envie. Personne ne se réveillera un bon matin pour dire « Ah oui, aujourd'hui, c'est vrai, je vais aller au tribunal ». Et c'est un point positif et négatif. Pourquoi positif?
c'est un petit peu pour garder une certaine sécurité, parce que le président du tribunal est directement responsable du registre. Sécurité, parce qu'en fait, il faudrait aussi ne pas tomber dans le piège du trafic d'organes. On va en parler. Oui, de trafic, de modification, d'oubli, de beaucoup de choses. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, vous ne pouvez pas vous inscrire. Le législateur a vu les choses de ce côté-là. Mais avec la pratique, et pour encourager des personnes, peut-être qu'on va devoir modifier certaines choses. Parce que la loi de départ, heureusement qu'on l'a, mais toute loi est imparfaite. Donc c'est avec la pratique qu'on voit un petit peu. Ce qui s'est passé pour la loi pour le don et la greffe d'organes, c'est qu'il est resté presque au placard. On n'utilise que rarement de temps en temps, c'était essentiellement pour le donneur vivant. Maintenant qu'on commence à parler et que nous avons lancé ces campagnes différentes de sensibilisation et d'inscription, on se rend compte un petit peu des failles et on se rend compte de ce que demande la population. C'est un peu l'objectif qu'on avait dénoncé, c'est un débat national. Parce que si on ne fait pas attention aux craintes et aux demandes de la population, on ne va jamais avancer. Voilà. Dans la mesure où la greffe, le don d'organes, c'est un sujet qui n'est pas médical pur. C'est pas enlever la vésicule, on va demander est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'opère en fasse une cellule. Non, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet politique, c'est un sujet économique, voilà. C'est un sujet législatif, religieux, beaucoup d'aspects. Donc la population prend toute sa part. Si nous et on a eu l'écho, que les gens, ça les dérange énormément de se présenter au tribunal, on peut le faire de différentes manières. Maintenant, même la déclaration d'impôts se font par Internet. Oui. Donc, il y a des choses très importantes par une identité, etc. Peut-être qu'Internet serait plus facile. Pour nous, et au sein de l'association, on voudrait présenter l'Internet comme une alternative. Parce qu'elle est très importante, très intéressante. De l'autre côté, aller au tribunal, c'est pas facile. Moi, je leur ai dit le jour où chaque fois qu'on fait, par exemple, une inscription groupée, qu'on fait régulièrement chaque vendredi, lors de ces inscriptions groupées, déjà stationner, c'est un problème. Et imaginez les gens qui voudraient faire 15 minutes, et le premier jour on est parti, les gens ont vu leur voiture prise par les dépannages. C'est quand même difficile de dire aux gens, oui, vous allez donner, oui, vous allez vous présenter au tribunal, oui, tout ça, vous allez vous absenter ou tarder au boulot, et après, vous n'aurez plus votre voiture à la sortie. C'est très délicat. Perdu, hein. Donc, c'est toute une organisation que les gens peinent à aller faire comme ça régulièrement, facilement. Nous comptons sur ce mois de sacré parce qu'on fait des sacrifices. Pardon, excusez-moi. Oui. Mais c'est délicat. Donc, la procédure est à revoir pour encourager les gens. Autre côté, en dehors de la feuille consigne, il n'y a rien. C'est-à-dire, en fait, don de vos organes, vous êtes inscrite sur le registre, mais vous n'avez pas de document pour Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment se fait cette communication entre le tribunal et les centres hospitaliers? Les centres hospitaliers leur envoient une liste du registre. Oui. Ils disent qu'ils leur envoient la liste du registre. Mais tout ceci ne peut pas rester à cette étape que je dis primaire parce qu'il y a un registre. À l'heure des nouvelles technologies. Je veux bien, voilà, absolument. Et puis cette communication. Et le plus important pour moi, Temzahra, c'est surtout comment va se faire la communication avec la famille, avec l'entourage, parce qu'il prend toute son importance dans le don après la mort. Avec l'entourage. Et les gens disent, ouais, ils vont rentrer chez eux, ouais, on a fait don. Mais ils n'ont rien. Comment vous avez fait, c'est quoi? Vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de document, vous n'avez rien. Donc la famille, le jour, par exemple, où une personne se trouve dans un état de mort cérébrale. Ben dans ce cas-là, la famille intervient comme s'il n'a jamais rien entendu, et c'est très mauvais parce que ça c'est la volonté du mort aussi, ça réduit cette noble cause. Nous allons prendre un appel, je vous rappelle nos numéros de téléphone. Vous nous appelez au 05 22 95 36 70 ou 80 Latefa de Casablanca. Bonjour. Allô? Voilà, bonjour docteur. Bonjour. Je vous remercie pour ce sujet qui est très intéressant. Et je voudrais, s'il vous plaît, poser deux petites questions à docteur. Oui. Parce que moi, j'ai vécu ce problème dernièrement dans notre voisinage. Il y a un jeune qui a perdu ses souffles à cause du foie. Il avait besoin d'un foie. Il a beau chercher. Et malheureusement, finalement, il est mort, le pauvre. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, poser la question suivante. Et pour, en cas où on est intéressé, quelles sont les procédures à suivre? Et éventuellement les bureaux qui s'occupent de ces procédures. Et la seconde question, j'ai toujours entendu d'une banque d'organes
Est-ce que ça existe au Maroc? Et est-ce que tout le monde peut avoir accès à cette banque et profiter des organes en cas de besoin? Très bien. On a Merci. déjà répondu à la question de la procédure, mais on va reprendre Oui. pour vous, Latifa. Rapidement. Ok. Excusez-moi, j'étais en- Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de souci. Professeur, Donc pour la procédure, j'ai dit que la procédure était très simple. Il faut se présenter au tribunal de première instance de votre ville, demander à signer le registre de dons et présenter votre carte nationale et vous êtes inscrite rapidement sur ce registre. La problématique de la banque et de ces gens qui en ont besoin, notamment quand il s'agit de défaillance cardiaque, de défaillance hépatique, c'est la mort qui les attend. Et nous, chaque fois, on dit, à la limite, nous, dans le problème rénal, on est sauvé en partie parce qu'il y a la dialyse. Donc, il y a la technique de survie. Maintenant, pour les autres organes, les défaillances, il n'y a pas de technique de survie. La problématique est que la population générale reste loin de ce problème et ils ne sont pas intéressés par ce sujet jusqu'au jour où un parent ou une personne a besoin. on nous dit Moi, que... je suis sûre que ce jeune homme n'avait pas de famille sensibilisée, n'avait pas de donneur, n'avait pas la famille ni son entourage ne sont pas des donneurs. il est mort parce qu'il avait besoin d'un foie. Est-ce qu'il est possible de faire Bien sûr, il y a aussi le don de donneur vivant, d'une partie du foie, Le Et on foie peut- est un organe unique, mais c'est un organe segmenté, c'est-à-dire séparé. Et bien entendu, on peut faire un prélèvement d'un segment du foie et le donneur peut vivre très bien, aussi bien que le receveur. le donneur devrait être de la famille Absolument. du malade. Obligatoire. Donneur vivant, c'est un parent. Là, Un alors parent. le parent peut revenir, le parent du donneur vivant, qui peut être donneur. Peut être donneur, donc les ascendants, les descendants, c'est-à-dire les parents et les enfants. La fratrie, les oncles, les tantes et les cousins au premier degré. Au premier degré. Donc, oui, j'ai pas fini. Donc, en matière de l'époux et l'épouse, et c'est Voilà, là le aussi conjoint. le conjoint. Donc, il peut être donneur après une année de mariage. Nous, on comprend pas une année. Moi, est-ce que l'engagement devient plus important? Peut-être pour éviter le trafic d'organes. Oui, mais on peut faire 2 ans, on peut faire moins, on peut faire 6 mois, etc. C'est-à-dire se marier pour avoir un organe, c'est aussi possible. C'est aussi comme se marier pour avoir ses papiers. Tout à fait, tout est possible. Mais c'est de point de vue, c'est-à-dire éthique et droit, il n'a pas de base. Très bien. Oui, Latifa, oui. Latifa, merci beaucoup. Vous avez parlé du donneur vivant. On peut tout à fait donner son foie alors qu'on est vivant. On a déjà parlé du rein. Le rein, il y a eu cette alternative de survie. Vous me dites une survie Absolument. par la dialyse, mais on peut aussi donner son rein. Le rein est plus facile à comprendre puisqu'on en a 2. Tout à fait. Le rein est beaucoup plus facile à comprendre et d'ailleurs, dans l'histoire des greffes d'organes, c'est celui qui a commencé, c'est celui où il y a le maximum de donneurs, c'est le plus simple, si on peut dire, en matière chirurgie, etc. C'est-à-dire la problématique se pose par la suite dans le suivi, mais chirurgicalement, actuellement, les interventions sont sécurisées. Il n'y a plus ce qu'on appelait le rejet suraigu, c'est-à-dire on greffait un rein et il est mort sur place, c'est-à-dire l'organe le rejette du receveur, bien entendu. Et maintenant, c'est bien structuré, c'est fait. Le donneur vivant peut donner un rein à condition qu'il soit un parent au degré qu'on a Et là cité. aussi, le conjoint peut le donner après une année de mariage. Absolument, donneur vivant, tout à fait, oui, absolument. Là aussi, vous demandez une petite modification de la loi? Oui, concernant le conjoint, par exemple, parce que ça n'a pas de base, ça n'a pas de réglementation. Est-ce que un mois, une année, un mois, moins de 2 mois, est-ce que ça tient? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des situations urgentes. Oui. Situation urgente et c'est un donneur vivant, comment on peut le priver? Mais encore faut-il que le conjoint soit compatible, non? Oui, en matière de groupe ABO. Oui. Bien sûr, on cherche pas la compatibilité HLA dans ce cas-là. Donc, quand on est loin de la famille, on n'a pas de compatibilité HLA. Enfin, c'est très compliqué. C'est toujours possible, je veux oui, dire. bien entendu. C'est comme le donneur cadavérique, il est très loin. Seulement, là, c'est un donneur vivant. Donc, on s'entoure du maximum de précautions, mais il peut toujours être donneur.
Il faut qu'il soit dans le groupe sanguin compatible. Pour l'instant, au Maroc, c'est ce qu'on fait comme greffe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit compatible avec. Ce qui est très important aussi vous avez parlé du rein, c'est que nous devons encourager les familles à faire don de rein. Quand vous voyez le nombre de malades qui sont en dialyse, qui sont en attente, qui sont atteints d'insuffisance rénale, quand vous voyez les enfants, les adolescents, et vous voyez que les familles il n'y a pas un engouement vers la greffe. Ceci est dû à plusieurs choses. Il y a un manque. Moi, je parle maintenant essentiellement de la société. Donc, il y a un manque de sensibilisation parce qu'il y a un manque d'information. Et on doit parler plus de ce sujet, et les équipes aussi, parce que ces malades sont dans des centres de dialyse, doivent parler aussi à leurs patients, à leurs familles, pour les encourager à faire don, à sauver ces gens de la dialyse et à leur donner une meilleure qualité de vie. Mais il y a aussi tout le reste, les infrastructures qui doivent être capables de faire face à une demande. Et il y a le point très important quand on parle aux gens. Et moi personnellement, au niveau du site, on nous envoie la confiance, la confiance qui est très importante. C'est justement le point le point dont je voulais parler, la sensibilisation également du corps médical. Il faut qu'ils aient les bons mots, la manière, l'art peut-être pas de convaincre cette famille mais de sensibiliser cette famille. Oui, bien entendu. Il y a deux aspects. Il y a pour le donneur cadavérique dont on a parlé tout à l'heure et la mort cérébrale. On a évoqué que la situation est tellement difficile et qu'il y a l'espoir. Pour ça, il y a généralement des coordinateurs qui sont formés pour ça. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité, comme vous avez dit, parce que la communication actuellement, c'est une science. Et quand vous vous adressez à un sujet particulier, vous devez avoir toutes les connaissances, la manière de répondre, les réponses aux questionnements de famille, etc., pour les encourager. Et ça se fait progressivement. Surtout que c'est un laps de temps très court. Très court, mais ça se fait progressivement. Même sur ce laps de temps, plusieurs communications à différents niveaux, on augmente progressivement jusqu'à obtenir ou ne pas obtenir l'accord de ces familles. Pour le donneur vivant, donc les malades qui sont en instance sont dans les centres de dialyse, et les médecins doivent aussi jouer leur rôle et essayer d'encourager les familles. Ce qui est difficile, par exemple pour le don aussi pour les familles, c'est que les gens n'ont pas toujours confiance dans les structures hospitalières. Exactement. Dans nos infrastructures. Ils font pas confiance aux équipes. Au domaine de la santé en général. En général. Et donc la greffe, comme elle est limitée uniquement au secteur public, on pâtit énormément. Par exemple, quand on parle aux gens, qu'est-ce que vous allez faire de ces organes? Comment on est sûr de ne pas les donner à des gens qui ont plus les moyens par rapport à d'autres qui n'ont pas les moyens? Donc c'est des questions qui reviennent. Non, moi je fais pas confiance. Comment moi je vais pas à l'hôpital. Que vous n'allez pas vendre mon rein? Oui, ça oui, mais par exemple pour le donneur vivant, il y a pas ça, mais il y a une confiance au niveau des structures. Manque de confiance au niveau de pourquoi, comment ça va se faire, est-ce que c'est sûr? Et du coup, les gens sont réticents et font marche arrière et ne vont pas vers cet acte, malheureusement, de bien générosité, etc. et dedans. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. Rebonjour à tous, un spécial don d'organes aujourd'hui en ce mois de jeûne de sacrifice, de générosité et de solidarité. L'association Rein qui lance à cette occasion une campagne nationale de don d'organes. Amal Bourkia, rebonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes présidente donc de l'association Rein. Nous avons parlé de la manière avec laquelle on peut devenir donneur d'organes, du donneur vivant, du donneur en état de mort cérébrale, l'état où le cœur bat toujours. Mais nous avons une question sur Facebook de Aïcha. Que se passe-t-il lorsque ma famille refuse de faire don de mes organes alors que je me suis inscrite au registre national? Normalement, quand elle est inscrite et que l'hôpital en question a reçu l'accord, c'est-à-dire de son accord, donc, pour être donneur, la famille, on essaie de convaincre la famille. Et normalement, dans la loi, il ne faut pas écouter la famille dans ce cas de figure. Parce que la jeune fille a déjà fait son choix, elle l'a exprimé au tribunal, elle est inscrite sur le registre. Maintenant, l'équipe soignante essaie toujours de convaincre, si on veut dire, la famille,
pour éviter un petit peu les dérapages, les débordements, etc. C'est toujours très délicat quand la famille s'oppose et comme on a dit, dans une situation d'agitation parce que la mort est entourée d'un ensemble de perceptions, de réactions et qu'il n'est jamais vécu dans un secteur limité qui est la famille proche. Il y a toujours, on connaît un peu notre société, il y a toujours les amis, les gens, les lointains qui interviennent. Et donc, si la famille se met contre l'équipe, il leur est difficile de faire un prélèvement d'organes dans un climat serein. Parce qu'il faut un peu de calme, appeler les gens, les autres, organiser, c'est pas facile. Donc, le bénéficiaire. Absolument. Enfin, les receveurs. Et si la famille s'oppose, et donc ce climat ne sera plus un climat sain. Ce que moi je proposerais pour que les gens évitent ça, c'est ce qu'on a dit un petit peu avant. En parler à son entourage, à sa famille. Surtout si on a été inscrit, leur dire, moi je veux. Donc essayez s'il vous plaît de respecter ma volonté. Donc ça c'est très très important. Et nous on compte beaucoup sur ces gens qui font la démarche et qui vont faire le don, d'en parler autour d'eux dans leur famille. Peut-être qu'il y aura d'autres donneurs aussi qui vont les encourager. Et ça évitera ce cas de figure. Et ça évitera absolument de tomber dans cette situation qui est quand même dommageable. Et d'un côté, on ne respecte pas la volonté du défunt, et de l'autre côté, on prive un petit peu les autres patients qui sont en attente d'un donneur. Oui. Mais pourquoi est-ce que les familles refusent en général? Est-ce que c'est un point de vue religieux? Non, les arguments avancés sont différents. C'est un petit peu ce qu'on a dit. Il y a la religion qui intervient, il y a le doute, le doute déjà sur est-ce que le sujet est mort. Ça aussi, c'est très important. C'est ce qu'on a dit, ils disent, c'est pas vrai, il est toujours vivant, on veut vendre les organes, ils ont déjà comploté avec d'autres qui vont venir prendre les organes de notre parent. S'il n'y a pas cette confiance et une bonne communication, déjà, il y a cette peur. Il y a aussi ce qu'on a répété, l'espoir. Dire un nombre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et l'aspect du patient allongé sur son lit avec un respirateur, des machines et le tin du battement cardiaque donne toujours de l'espoir. Et on connaît cette situation est très très délicate de vouloir laisser partir un proche. Il faut avoir beaucoup de courage et de sérénité et surtout avoir beaucoup de connaissances. C'est un petit peu ces connaissances sur lesquelles il faut tabler. Il faut tabler à l'avance. Expliquer. Que vous avez dit tout à l'heure, même les gens bien informés et n'ont aucune idée. Nous-mêmes, rien que dans notre réunion hier, avec des médecins, avec des associations, mais beaucoup de médecins me disent, alors que dit la religion, est-ce qu'il y a la loi? Que dit la loi et que dit la religion? Est-ce qu'il y a la loi? Est-ce qu'il y a une loi? Que dit la religion? Mais déjà, Fatem Zahra, moi je leur dis déjà, je fais une remarque très très nette, brute peut-être, mais écoutez, nous sommes dans un pays musulman. Oui. Donc, si les lois sont inspirées directement de la charia, on n'applique peut-être pas la charia de la manière mais tous, on ne peut pas légiférer quelque chose qui est interdit par la religion. Donc, c'est clair et net. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de base religieuse, des fatwas, des réunions, des conseils des ulama, des pays musulmans, du monde islamique, donc on ne pourrait pas légiférer dans ce domaine. Et il y a beaucoup de pays musulmans qui nous ont précédés des années avant, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui sont maintenant sur d'autres volets, ils ont tellement élargi les donneurs qu'ils sont à un nombre de greffes beaucoup plus important. Donc la loi déjà, elle est là pour protéger aussi bien le donneur que le receveur. Parce qu'en fait, il y a peut-être dans notre culture que le corps du défunt doit arriver complet à sa tombe. C'est pour ça que vous avez précisé que l'on sort d'une greffe comme on sortirait d'une opération chirurgicale. C'est-à-dire pas défiguré, pas avec un membre externe. À ce moment-là, si on doit tous partir comme ça, de toute intervention, toute amputation, tout est interdit, alors il ne faut rien faire. Surtout, vous savez que ces malades à un stade avancé, ils ont besoin de beaucoup de matérialisation. C'est-à-dire, on utilise des catheters, des tuyaux, des implants, des prothèses. À ce moment-là, ce n'est pas entre nos mains d'aller, c'est-à-dire complet. Deuxième chose, c'est aller complet. L'islam encourage et va vers l'intérêt des gens. Donc au point où on dit que celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Donc ça veut dire la privilège et la place que prend l'être humain
dans notre religion. Donc c'est aider son prochain, ce qu'on dit rahma sadaqa. Donc tout ça, il faut le ressortir dans cet aspect. Et c'est sur lequel et sur ces principes que les ulama se sont basés pour légiférer. Bien entendu, il y a des limites. Bien entendu, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Par exemple, les mineurs, les personnes même majeures qui sont dans protection, ils font l'objet de protection. Par exemple, les gens avec une aliénation mentale, avec des problèmes dans ce sens, qui peuvent pas décider parce qu'il faut avoir un consentement. Et son consentement doit être clair. Doit être clair, ça doit Surtout, être je parle volontaire. de donneur vivant, clair, bien assimilé. Et le donneur peut se retirer à la dernière minute. Il est toujours libre de changer d'avis. Tout ceci est très important pour essayer d'encourager, c'est bien le donneur vivant. C'est-à-dire donner une certaine liberté, un certain que le donneur soit libre, volontaire. Absolument. Et qu'il ait aussi un point important, connaissance de tout. C'est-à-dire de ce qui peut lui arriver, de ce qu'il va faire et va vouloir, et comment les autres vont en profiter. Ça, c'est un point important. Vous savez, ce qui pourrait aider aussi au développement d'organes, c'est montrer aux gens l'importance de leurs gestes. Qu'est-ce qui peut sauver? Qu'est-ce qui peut faire? Comment on aide? Et ça, les gens, quand ils vont voir cet acte et qu'il y a des résultats énormes après, ils vont être encouragés. Parce qu'il faut organiser des campagnes de sensibilisation avec le témoignage de personnes qui ont survécu grâce à un don, à une générosité. Tout à fait. Nous, au niveau de notre association, on le fait tout le temps. C'est-à-dire toutes les réunions, même moi, je l'ai même fait depuis toujours, des années, au niveau même des conférences de presse, au niveau des rencontres publiques, au niveau des rencontres même spécialisées, pour donner cet élan. Et même dans le film institutionnel que nous avons réalisé plus de 10 ans, on a les témoignages. Parce que les gens se reconnaissent toujours dans les autres. C'est beaucoup plus que les discours des spécialistes. Exactement. C'est-à-dire celui qui a vécu la même chose. Je fais plus confiance. Le donneur vivant qui n'a pas beaucoup de problèmes. Absolument. Moi, je ferais peut-être confiance à Fatem Zahra parce qu'elle a eu une maladie, elle a pris tel traitement. Même si le médecin m'a dit, mais quand il va me confirmer, c'est très important. D'ailleurs, ça marche même pour les médicaments. Mais énorme. Moi, dans mes ouvrages sur la relation médecin-patient, première phase de l'implication du patient, de la sensibilisation du patient, c'est la salle d'attente. Pourquoi la salle d'attente? Les gens rencontrent d'autres personnes qui ont vécu la même chose ou qui s'approchent et qui ont été guéris par ce médecin. Guéris par ce médecin ou par cette technique aussi. Par exemple, les patients à qui on propose d'être en dialyse, par exemple, si ils voient, même j'ai beau expliquer la dialyse, par exemple, leur montrer, mais discuter avec le patient, c'est autre chose. Parce qu'il utilise des mots simples. Voilà. Nikat Rouge, qu'est-ce que vous faites? Manger, c'est comment? Les contraintes, c'est quoi? Vivre en famille. C'est vrai qu'on le voit dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, les cabinets, etc. Il y a toujours ce petit échange. Est-ce que ça fait mal? Ne serait-ce que Tout à fait. C'est ces petites questions qui prennent une importance considérable chez le patient. Parce que c'est ces petites questions qui l'embêtent dans sa journée, dans son quotidien. Il ne voit pas la technique ou le traitement, le don de la même manière qu'on nous voit, nous, les experts. Donc nous, on le voit différemment. Même les risques, il n'évalue pas les mêmes risques, parce que nous, on a les vrais risques. Mais lui, il voit les petits risques, c'est-à-dire est-ce que je peux voyager? Je peux aller le hammam? Est-ce que je peux manger ça ou ça? Oui. C'est des petites choses, mais c'est vrai qu'ils ont de l'importance parce que c'est le quotidien. Et c'est les rencontres avec ces donneurs qui ont pu vivre, par exemple pour le donneur vivant, bien après un don, qui va les encourager. Et parce qu'ils vont poser leurs petites questions. Et c'est les donneurs, la rencontre avec les gens qui ont fait un don ou se sont inscrits sur le registre pour le don après le décès, qui va aussi encourager les gens à faire don. La discussion donc ces personnes jouent un rôle important pour faire tâche d'huile. Il n'y a pas que moi je l'ai dit et dit depuis plus de 15 ans, le débat ne doit pas être confisqué par les experts. Oui, vous l'avez dit, c'est un degré économique, un degré social, c'est un engagement de toute la société, ce sont les malades, les familles des malades, les proches des malades, les centres hospitaliers, etc. Donc, je rappelle nos numéros de téléphone à 11h45, 05 22 95 36.
70 ou 80, les experts, un spécial don d'organes, l'association Rein qui lance à l'occasion du mois de Ramadan une campagne nationale de don d'organes. Professeur Amal Bourkia, vous êtes président de l'association Rein. À part être compatible avec le donneur vivant, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Bien entendu. Le groupage ABO, si vous voulez, c'est la première étape. Oui. C'est-à-dire on élimine rapidement s'il n'y a pas de compatibilité, surtout le donneur vivant. Donc après, bien pour le donneur, l'objectif essentiel de l'équipe, c'est être sûr ce don n'aura aucune conséquence à court, moyen et long terme sur sa santé. C'est un aspect très important, donc il n'y aurait pas de conséquences. Du coup, le bilan du donneur est très 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 large, très diversifié, et il ne doit avoir non plus aucune conséquence sur le receveur. Par exemple, je pense ici aux maladies contagieuses. Donc, s'il y a des problèmes pour le receveur, il faut aussi ces maladies contagieuses, docteur. Les hépatites, par exemple, actif, le HIV, la tuberculose évolutive, tout ça sont des contre-indications déjà générales. Pour le don, bien entendu, toutes les maladies évolutives, cancer, maladies chroniques, etc., il ne va pas être donneur. Donc, si on élimine ça, il y a aussi... Le diabétique, par exemple, ne peut pas donner. Par exemple, voilà, absolument. Même après sa mort? C'est très différent, ça dépend de la situation. Par exemple, on évalue toujours le donneur. Oui. Même après la mort, on fait à peu près les mêmes bilans rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que l'organe soit bon. Il se peut aussi que le foie soit bon, le rein ne soit pas bon, l'inverse, etc. C'est-à-dire peut-être déjà pour le donneur vivant, il faut qu'il n'y ait pas de maladie évolutive, il faut pas qu'il y ait de conséquences sur le receveur, mais il faut aussi que l'organisme, celui chez qui on va prélever un rein, il n'y ait pas de problème après ce prélèvement. Comment ces problèmes? Déjà s'assurer que l'autre rein qui va rester, va être parfait. Voilà. Pas seulement il va fonctionner, va être parfait. On élimine toutes les possibilités d'apparition de maladies, toute l'évolution des antécédents, bien entendu, tout le reste. Et la panoplie des examens complémentaires est très très vaste pour s'assurer. Ce qui dérange un petit peu l'équipe, c'est le rein. C'est-à-dire les petites choses qui peuvent apparaître. Mais pour tout le reste, c'est très facile. Oui, c'est-à-dire on élimine facilement le donneur. Mais s'il y a le moindre petit problème, moindre petit souci, voilà, on retarde la greffe ou on la refuse pour le donneur vivant. Oui, absolument. Et il y a toute une préparation aussi psychologique, que ce soit pour le donneur que pour le receveur. Parce que même pour le receveur, vivre avec un organe étranger n'est pas une situation facile. C'est vrai, même si c'est une solution de survie. Absolument. Il y a la qualité de vie qui va apparaître. Voilà. Il y a la solution de survie. Mais une fois passé la phase d'émotion, la phase aiguë, si on peut le dire, il y a après le vécu avec cet organe. Surtout que si c'est un proche, c'est plus difficile ou c'est plus facile si c'est un proche? Les deux sont compliqués. Les deux sont compliqués. Pour le proche, il peut y avoir surtout des débordements sentimentaux. C'est-à-dire il y a une complicité qui s'installe, une responsabilité du donneur vis-à-vis du receveur. C'est comme un ascendant sur cette personne. Il y a une redevance qui peut s'installer. Voilà, et il y a beaucoup d'aspects. Et c'est pour cela que la préparation psychologique est très importante. Pour le donneur... pour celui qui reçoit donc d'un donneur après sa mort, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que cette personne est morte, qui était. Alors là, le plus grand problème qui se pose pour dans les pays où il y a beaucoup de transplantations, c'est que le receveur essaie de connaître d'où vient l'organe. C'est comme un petit peu chercher un parent. Oui. Il ne connaît pas. Il veut savoir comment était cette personne. C'est surtout pour le cœur. Comment il a été, est-ce qu'il était jeune, est-ce qu'il était vieux, est-ce qu'il avait des gens mariés, pas des enfants, est-ce que ce sont des aspects très particuliers psychologiques. La famille d'un donneur défunt aussi cherche à voir où est allé l'organe de son bien parent. Entendu. Et d'ailleurs, normalement, il y a la loi dans tous les pays un petit peu instaurer l'anonymat, c'est dans ce sens, pour éviter les débordements. Parce que les familles du donneur peuvent chercher à toujours contacter le receveur. Parce que dans leur tête, c'est toujours cet espoir Absolument. Dont on parle, c'est cette partie de leurs parents qui vivent. Ce proche continue à vivre par un organe X chez une autre personne, et donc ils veulent le voir, ils veulent rentrer en contact, et ça... Ils l'adoptent carrément, enfin l'adopter pas sur le papier, mais l'adopter. Alors pour éviter un petit peu ces débordements émotionnels, et qui peuvent aller loin, la loi interdit, c'est-à-dire de savoir d'où vient l'organe.
Même si chez nous, c'est pas possible parce que c'est des petits cas. Il n'y a pas de liste nationale. Donc ça se fait à côté, c'est pas possible de ne pas le connaître. Donc il y a tellement très peu de cas que tout le monde connaît tout le monde. Très bien, il y a, corrigez-moi si je me trompe, 36 cas de greffe de reins de donneurs vivants en 2014, 10 de donneurs en état de mort cérébrale en 2014 toujours. C'est une évolution, c'est vrai, mais peut-être qu'on peut... Non, très minime. Oui. On est toujours très en retard. Très en retard. Mais vraiment très en retard pour la greffe vraiment d'organes. Et de manière générale, le rein, n'en parlons pas, parce que le rein, on doit greffer au moins la moitié de la population en dialyse. On est à peu près 17 000 dialysés et on a au total 400, depuis notre début en 86, on a fait la première greffe de rein, donneur vivant. Donc c'est rien. Vous la partagez en années, vous la partagez en millions d'habitants, et quelle que soit la répartition, elle reste c'est vrai très que minime. C'est une évolution très minime. Il y avait 7 greffes de donneurs décédés en 2012, 10 en 2014. C'est 4 de plus en 10 ans seulement. Ça y est. Et puis il y en a de temps en temps. Il y a ce qu'on appelle les greffes sporadiques. Ça reste la greffe, reste un événement. Ce n'est plus pas du tout un traitement. Ce n'est pas un quotidien. Il doit être un traitement. C'est-à-dire que nous, on voit les patients, on les inscrit. S'ils ont un donneur vivant, s'ils n'ont pas de donneur vivant, ils doivent être sur la liste. Et ça y est, attendre leur tour. On en est très 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 loin. Malgré tous les discours et tout ce qui se fait, on en est très loin. Et ça n'avance pas. Regardez, ça n'avance pas. 2015 est presque à la fin. Combien on a fait? On n'a rien fait de plus. Et vous allez voir les chiffres à la fin. Donc c'est minime tout ça, alors qu'il y a des milliers maintenant de personnes qui attendent. Nous avons des enfants, nous avons des jeunes, nous avons des gens très actifs dans la société qui ont besoin de greffe. C'est un petit peu... cette dialyse paralyse un peu. Absolument. Paralyse beaucoup. Énormément, surtout les personnes actives et les jeunes. L'enfant, il peut pas se développer, il peut pas avoir de scolarité, etc. Donc il a besoin, la greffe pour lui est vitale. Mais on peut tout à fait vivre avec un seul rein. Absolument. Mais il y a des gens qui naissent et vivent et meurent avec un seul rein. Et ce rein doit être fonctionnel. On a 2 reins, mais un rein nous suffit s'il est en bon état, alors que on peut mourir si les 2 reins ne fonctionnent pas. Même si on en a 2. Absolument. On appelle aux gens pour essayer de s'informer. Regarder la loi. Voir, par exemple, les fatwas. Nous, on a tout ça sur beaucoup de choses sur le site rein et on a un site interactif. C'est-à-dire les gens peuvent poser des questions, donc vous pouvez les encourager à poser des questions. On essaie de leur répondre la mesure du possible sur le site rein. Absolument, il y a posé des questions. Donc vos questions pour l'informer, j'espère que les gens qui ont fait le pas de donner, d'en parler autour d'eux, parce que personne n'est à l'abri. Pourquoi, Fatima Zahra? Les gens doivent savoir aussi que maintenant, pour les gens même les du milieu médical, quand ils ne sont pas impliqués, ne pensent pas aux dons d'organes. C'est un sujet assez délicat, certes. En fait, on dit que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, que ça n'arrive que c'est ce qu'il faut. Comme tous les accidents de la vie. Voilà. C'est en dehors des maladies, par exemple, connues. Par exemple, peut arriver par une maladie X à avoir une insuffisance d'un organe. Mais on peut tout simplement avoir un petit souci, avoir un problème viral X, et puis vous avez une insuffisance myocardique. Vous avez un problème cardiaque, hépatique, vous avez un problème rénal. Vous pouvez aussi prendre un médicament et être en insuffisance hépatique, ce qui est arrivé un petit peu récemment. Moi, je ne veux pas parler de cas, parce que je refuse de parler de cas pour la greffe, parce que on y a des milliers de cas. Et on ne sait pas combien de Marocains meurent tous les jours, et il y en a par manque de ce traitement qui est la greffe d'organes. Alors que la greffe d'organes est devenue un traitement routinier, et dans beaucoup de pays, la greffe d'organes représente à peu près les 50% de la chirurgie. Donc c'est quand même énorme. Alors regardez-nous combien on a de pourcentage de... C'est la problématique n'est pas seulement au niveau du don. Il y a le don, mais il y a la sensibilisation, il y a l'ensemble de l'infrastructure qui entoure ce don. Et on a parlé du problème humain, qui est très important, c'est la confiance dans nos structures. On doit travailler sur cette confiance. Moi, dernièrement, même en réunion avec les pharmaciens, les gens ont rouspété, nous ont dit que les gens viennent tous les jours se plaindre des structures hospitalières. Comment vous voulez que les gens aillent faire un don, une greffe dans une structure hospitalière? Il faut cette confiance absolument de tous les côtés. C'est un engagement social, c'est un grand pas en avant. C'est un côté économique, un côté social, un côté santé. Il y a plusieurs acteurs, mais vous nous dites que le don doit rester donc volontaire, libre, motivé et surtout gratuit. Gratuit.
Oui, il est gratuit, c'est-à-dire c'est ça, en opposition avec le commerce d'organes, c'est-à-dire le don est gratuit, c'est bien pour le donneur vivant, c'est pour ça qu'il est limité à la famille, c'est-à-dire un lien affectif. Et ce souci est bien sûr passe devant un juge au niveau du tribunal pour s'assurer de l'identité. Le juge discute aussi avec le donneur de manière isolée pour éviter qu'il y ait des pressions. La pression peut ne pas seulement être financière, peut être aussi relationnelle, psychique, familiale. Des femmes qui ne travaillent pas pour donner aux garçons qui lui travaillent. Alors là, je voudrais signaler quelque chose de très important, c'est que c'est toujours les femmes qui sont donneuses pour les femmes, pour les hommes, et l'homme, quand il est donneur, c'est pour un homme. C'est quand même très significatif. Nos mentalités sont trop particulières. Même dans la générosité, même dans le don. Pour qu'un homme donne à sa femme, je n'ai pas vu encore, donne à sa sœur, donne à son frère, oui. Oui, donne à son frère, certains, absolument. Cette image de l'homme qui travaille, absolument. etc. Mais la fille donne à tout le monde, peut donner au père, à la mère, au frère, à la sœur. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est plus sensible ou moins sensible aux dons quand on est une femme ou un homme, ou bien parce que il y a une valorisation à l'intérieur de la famille de l'homme et que on encourage plus la femme à donner. C'est des questions sociétales qu'il faudrait essayer de voir. Mais pour le don cadavérique, même pour le don cadavérique, nous avons plus de femmes qui se présentent que d'hommes qui se présentent. Même pour les inscriptions. Absolument. C'est inscription au niveau c'est peut-être la nature de la femme qui est donneur toujours généreuse, etc. Mais il faudrait aussi sensibiliser l'homme parce que personne, comme on a dit, n'est à l'abri. Ça peut nous arriver à tous demain d'avoir besoin d'un organe. Et étant en activité, on n'aura pas cet organe parce qu'on n'a pas travaillé en amont pour avoir cette possibilité thérapeutique. C'est vrai. Alors quoi de plus magnifique que de sauver des vies en faisant don de ces organes? Une très belle signature, c'est la signature de la campagne nationale de don d'organes. Une campagne initiée par l'association Rhin à l'occasion du mois de Ramadan. Professeur Amal Borkia, merci pour votre éclairage. Merci à vous pour l'intérêt, merci. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'association Rhin. À midi, retrouvez Zineb Djioudji pour Al Alam Lyoum. Excellente suite de programmes sur notre antenne.